Vous êtes nombreux à nous suivre de par le monde. Vous suivez Congo Buzz Télévision, l'émission Grande Tribune. Nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Deux sujets au menu de cette émission. D'abord, le corridor de Lobito. Vous le savez très bien, le chef de l'État, 4 chefs d'État se sont rencontrés tout récemment à Lobito pour parler de la matérialisation de ce vaste projet. On va donc vous donner les détails très incessamment. On parlera également de la rencontre annoncée entre 3 chefs d'État, le président angolais, le président rwandais ainsi que le président congolais à Luanda le 15 décembre sur la problématique de l'insécurité, même de toute la région des Grands Lacs qui est en insécurité. Corridor de Lobito, premier sujet, long de 1344 km. Ce corridor vise à assurer le transport des métaux indispensables dans la fabrication des véhicules et d'éoliennes depuis le site minier jusqu'au port. La RDC, avec ses 70% d'offres mondiales du cobalt, verra une grande quantité de minerais, notamment le cuivre, transiter par le dit port, qui aspire à gérer 3 millions de tonnes de frais miniers d'ici 2030. On va prendre M. Benoît Mwanga, PCA de la société Kamoa Copper, ambition de capter quelques milliers d'emplois. Ils disent que nous employons 6400 personnes avec la mise en service des usines qui viennent. Nous atteindrons facilement les 10 000 employés. Avec le corridor de Lobito réhabilité, il y aura des effets d'entraînement par les services liés ou associés qui pourraient injecter quelques milliers d'emplois du fait de l'utilisation. Impact et tonnage. S'agissant des retombées et de l'utilisation ainsi que de l'impact, le PCA de Kamoa Copper estime que grâce à ce corridor de Lobito, le tonnage augmentera de 173%. Avantage. Le plus gros avantage tient essentiellement à la distance dans la zone minière de Kolwezi et le port de Lobito. Nous parlons de 1600 km de trajet, une seule frontière à traverser à l'opposé de 3000 km si on prenait par exemple le port de Durban en RSA. Le bénéfice réside donc dans le coût de la logistique. D'ici 2025-2026, ils vont être réduits de 18%. Il y a un temps, d'un aller-retour par route, un seul trajet prenait 25 jours. Par contre, Lobito, 8 jours, ça fait 17 jours et gain. Enjeu climatique. L'usage du corridor ne devrait pas se limiter aux simples importations des minerais entre la RDC et l'Angola. Il y aura également l'aspect importation des matériels, incluant les réactifs chimiques et l'équipement. Ainsi, le corridor de Lobito aidera les entreprises minières à avoir un impact environnemental bien réduit parce que les émissions sont nettement plus importantes quand on transporte par camion comparé au chemin de fer. Plusieurs insights calculés dans le sens renseignent que le développement du port de Lobito pourrait générer jusqu'à 500 000 emplois directs et indirects dans la région avec des effets positifs sur l'économie locale, notamment dans le secteur de la logistique, du transport et des services. Les mêmes données publiées par des think tanks basés sur le continent renseignent que les recettes liées à l'activité du port et du corridor ferroviaire sont estimées à 3 milliards de dollars par an d'ici 2035. C'est un article Zoom Echo. Mesdames et messieurs, c'est le premier sujet, corridor de Lobito en jeu pour la RDC et pour les partenaires qui sont impliqués dans ce vaste projet de plus de 1700 km de voies ferrées. Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Nous sommes avec deux invités. Maître Monsieur Pascal Ondje, par ordre d'arrivée, je ne déroge pas à la règle. Monsieur Pascal Ondje, qui est spécialiste des questions politiques et qui s'intéresse également aux questions liées au continent dans la région des Grands Lacs. Bienvenue également, Monsieur Pascal Ondje. Merci pour l'invitation, Dan. Ce n'est pas la première fois. Oui. Encore aujourd'hui, nous allons faire cet exercice à pouvoir permettre à nos différents téléspectateurs de comprendre le contenu de thèmes sélectionnés à travers nos analyses, bien entendu. Mais bien avant, permettez-moi que je glisse ces mots en rapport avec une question qui fait débat aujourd'hui, c'est l'actualité d'ailleurs, en rapport avec ce que Jean-Pierre Bemba avait dit sur l'argent que l'État
aurait donné aux différents diocèses, sinon je vais dire alors substantiellement avait donné aux diocèses. Si je dis avait, finalement pour confirmer, c'est parce que, en fait, compte, c'est le porte-parole de la SENCO, Monseigneur Chollet, qui est intervenu et bon, il a parlé du montant. Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il a parlé d'1 million de dollars américains par diocèse, enfin, à son temps également, je crois à travers votre plateau aussi, moi je parlais des 300 000 que chaque diocèse avait reçu. Et j'ai vu d'autres personnes tuter, écrire. Bon voilà, Jean-Pierre Bemba a été contredit par Abbé Chollet. Je me suis dit, non, ne dites pas ça, il n'a pas été contredit. Parce que quand l'abbé Chollet, enfin, Monseigneur aujourd'hui, dit, oui, nous n'avons pas reçu 1 million, chaque diocèse n'a pas reçu 1 million, mais chaque diocèse a reçu au moins 300 comme premier palier. Deuxième palier, 300, le total c'est 600 000 dollars par diocèse. Et je dis, mais c'est une confirmation des propos de Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas une contradiction. Mais la question fondamentale à se poser, maintenant que les diocèses ont reçu cet argent de l'État, des contribuables congolais, qu'est-ce que ces diocèses ont fait? Parce que l'objectif était de construire les œuvres de développement pour l'intérêt de la communauté, encore que nous avons 47 diocèses à travers le pays, on a pensé que s'il faut passer aussi par le diocèse, c'est autre façon d'appuyer, n'est-ce pas, cette stratégie de développement à travers le pays. Mais posez-vous la question, quel type d'œuvre, en tout cas jusqu'ici réalisée par le diocèse? Vous vous rendrez compte que s'il y en a eu, en tout cas, ça n'impacte pas. Est-ce que vous avez fait des recherches? Non, parce que moi je l'ai suivi, j'ai suivi son point de vue. Ça n'impacte pas. Mais pire encore, posez-vous la question, mais pourquoi n'avoir pas informé aux fidèles que nous avons reçu un tel montant? Même alors, lorsque vous réalisez les œuvres, mais la moindre des choses aurait été aussi de dire aux fidèles, grâce à l'argent reçu par l'État, voici, nous avons réalisé telle œuvre. Donc, il a fallu attendre qu'on engage un tel débat pour que finalement le porte-parole surgisse, sorte pour dire, bon voilà, nous avons à telle paroisse fait ceci, à tel endroit fait ceci. Et pourtant, nous qui sommes sortis de là, nous avons des amis qui sont prêtres, qui souffrent, les conditions difficiles. Pourquoi les conditions sont difficiles? Les conditions sont difficiles, pourquoi? Parce que la gestion pose problème. Qui gère les diocèses? C'est les évêques. Avec beaucoup de respect de ma part, je m'incline parce que ce sont des intelligences dans notre pays. Il est possible que l'argent ait été détourné. Il est possible que l'argent ait été détourné. Non, je ne peux pas, pour un prêtre, pour un évêque, quand vous parlez que l'argent a été détourné, c'est du sacrilège. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, il est possible que l'argent... On ne peut même pas imaginer. Mais nous devons seulement constater que ils ont eu l'argent, mais il n'y a pas d'œuvre. Et s'arrêter à se poser la question... Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Mais vous ne pouvez pas oser dire que l'évêque a détourné l'argent. Non. Mais le constat est qu'ils ont reçu l'argent et qu'en contrepartie, sur le terrain, rien n'a été fait. Voilà, c'est le constat. C'est le constat. Vous allez vous limiter à constater. Ne dites rien de mauvais contre les évêques. Sinon? Non, c'est pas bon, ne dites pas. Ne le faites pas. Merci bien, M. Pascal Ondje, de cette entrée en la matière. Maître Thomas Gamakolo, bonjour également. Vous êtes avocat, chercheur, spécialisé également sous les questions de Grand Lac. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie de m'avoir invité encore une énième fois pour apporter, comment dirais-je, un peu de lumière, un peu d'éclairage sur des sujets que vous avez choisis, notamment les corridors de l'Obito. Et je suis très heureux de pouvoir apporter cette lumière et je salue en même temps mon co-débatteur. Merci. Parce que c'est pour la première fois que je vous suis souvent à la télé avec beaucoup de délectation. Pour moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en face. Le plaisir et privilège. Maître Gamakolo, on commence avec vous. Les enjeux liés à la construction de ce corridor. Les enjeux, on va dire d'abord pour la République démocratique du Congo et pour tous les partenaires, l'Angola, la Zambie, on parle aussi de la Tanzanie, l'Union européenne est également impliquée, la Chine aussi est citée. Dites-nous, selon votre analyse, quels sont les enjeux liés à la construction de ce corridor? Les enjeux sont énormes sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique. Je crois que
des corridors de Lobito, si nous voulons analyser les enjeux, c'est tout ce que cela peut apporter tout d'abord à notre pays, c'est incalculable. Incalculable, pourquoi? Parce que vous vous souviendrez que même déjà à la construction de la RDC, déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, ceux qui étaient les pionniers qui ont conçu ces pays, pour le roi, dont le roi Léopold II, qui avait envoyé des ingénieurs ici, déjà à l'époque, je pense, Talé disait que les Congos ne vont pas sans les rails, les Congos ne vont pas un penny. C'est une phrase qui a été dite à la naissance même de la RDC. Parce que quand on a constaté l'immensité des richesses que ces territoires tracés par le roi Léopold II, avec la complicité de Stanley et autres géologues qu'il avait envoyés ici pour faire la prospection, quand on a constaté cela, il était devenu tout à fait pertinent de penser aux moyens d'évacuer tout ce qu'il y a comme matière première au Congo. Déjà, je vous signale que la partie qui concerne les corridors, qui est touchée par les corridors, ou la partie concernée par les corridors de Lobito, c'est ce qu'on appelle la Copper Belt congolaise. La ceinture de cuivre. La ceinture de cuivre qui va de la Zambie jusqu'en Angola. Angola, je ne sais pas s'ils en ont vraiment beaucoup. Angola, c'est beaucoup plus le point de sortie. C'est-à-dire que de la Zambie au Congo, du Congo vers l'Angola. Ces corridors-là ne comportent pas que des cuivres, ça comporte également des cobaltes qui sont des minerais critiques. Donc les enjeux sont énormes parce que ça constituera la route la moins longue, c'est-à-dire les moyens les plus rapides pour booster les exportations des matières premières. Et pas que, parce qu'on parle souvent des matières premières, mais il y a aussi des matières agricoles. Donc nous pouvons à terme proposer d'autres biens et services ou bien qui émanent de chez nous pour aller vers les États-Unis et des pays qui en ont besoin. C'est-à-dire que nous aurons peut-être demain, dans le cadre de l'AGOA, à demander aux États-Unis de laisser entrer d'autres matières, si nous produisons du textile ou autre chose. Donc c'est une opportunité même pour les PME, de pouvoir s'associer à ces projets-là, de manière à ce que toute l'économie de cette région-là, c'est-à-dire même jusqu'à SADC, voire même à l'Est, vers la Tanzanie, puisse être boostée. Donc les enjeux sont énormes. D'ailleurs, je vais citer pour cela notre chef de l'État, son Excellence le président Félix Tshisekedi, qui avait dit, je cite juste une partie parce qu'il a dit beaucoup de choses à ce sujet, au sujet de l'enjeu. Il a dit le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale et de transformation économique, voire d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces réseaux ferroviaires reliant les régions minières de la RDC, de la Zambie, au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an jusqu'en 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre les trois pays, la RDC, la Zambie et l'Angola. Vous voyez l'enjeu, même sur le plan géostratégique. Donc c'est un corridor. C'est vrai, beaucoup de gens voient l'aspect des Occidentaux qui viennent la soutenir. Mais je crois que c'est un projet qui aurait pu déjà voir les jours du temps de Mobutu, parce que n'eût été les conflits, la guerre froide. Puisque Mobutu déjà à son temps trouvait que la voie était la plus courte. Sauf qu'à l'époque, on soutenait Savimbi et que les risques soutenaient Eduardo Santos. Et dans ce contexte de guerre froide, on ne pouvait pas développer un tel projet. Mais vous allez voir que ce projet qui part de la Zambie, en passant par Kasumbalé, Stade, Bombashi, et puis Kassaji, et Konezi, Kassaji. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les Américains soient tellement investis dans ce projet, à tel point que un chef d'État africain, et plutôt un chef d'État américain, quitte les États-Unis pour venir en Afrique? 9 ans durant, on n'a pas vu un chef d'État venir en Afrique, mais ce projet-là fait déplacer un chef d'État. Quels sont les... Oui. Cela peut étonner, mais c'est tout à fait normal. Il faut savoir que déjà, la Chine, qui est le principal concurrent des États-Unis, développe un corridor qui peut être l'alternative au corridor de Lobito vers la Tanzanie. Vous comprenez, il soutient notamment, comment on appelle ça en Tanzanie, le chemin de fer de la Tazara.
la Chine est en train de soutenir ça à coût de grosses sommes de millions. Et les États-Unis qui est un peu... C'est pas contre les Congolais. En retard. En retard par rapport aux investissements chinois dans les infrastructures en Afrique, a estimé qu'il devait commencer d'abord par les corridors économiques stratégiques lancés dans le cadre du partenariat phare du G7 pour les infrastructures et les investissements mondiaux. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé. C'est déjà en septembre, en Inde, à New Delhi, que l'Union européenne et l'USA avaient fait une déclaration en marge de cet événement-là de G20. Quoi. Ils ont fait une déclaration pour dire que voilà, ils vont soutenir financièrement ces corridors. Mais c'est parce qu'il y a un enjeu sur le plan géopolitique, c'est-à-dire la lutte aujourd'hui entre la Chine, parce que les États-Unis considèrent la Chine aujourd'hui comme étant le principal adversaire économique sur le plan, dans tous les domaines, économique, militaire. Je peux dire que la Chine, c'est le seul pays qui tient la dragée haute aux États-Unis. Et comme il sait que l'administration, les plus gros de ses travaux se feront sous l'administration Trump, c'est une façon de lui léguer ces marchés. Il veut marquer en fait de la pierre blanche par sa venue là-bas pour que l'administration qui viendra après puisse continuer sur cette ligne et lui montrer que c'est très stratégique. Et donc on ne peut pas négliger ces corridors si on veut faire un jour poids face à la Chine dans cette région qui a déjà fait main basse sur la matière, le plus gros de les matières premières, le cobalt et en coltan. Merci beaucoup, les matières stratégiques, on va le dire. Mais je veux revenir à vous sur les conflits entre la Chine, pas le conflit, mais cette bataille économique qui se déroule apparemment en Afrique, entre la Chine et les États-Unis. On va revenir de façon détaillée. Monsieur Pascal Longé, comment voyez-vous les enjeux, particulièrement pour la République démocratique du Congo, pour la construction de ce corridor? Merci, Maître Makolo, Gamakolo pour votre analyse que j'ai considérée pertinente d'ailleurs, parce que vous avez été technique et historique en même temps, parce que vous rappelez les faits. C'est très important. Mais nous, République démocratique du Congo, nous devons savoir nous considérer, nous vendre. Le monde aujourd'hui, c'est dans la compétitivité. On ne peut plus vivre en vase clos. C'est comme ça qu'il faut parfois émerger la réflexion. On ne peut pas se bloquer parce que le monde n'est plus comme ça. C'est dans le diffusionnisme, l'échange des cultures, l'échange des informations. Et c'est comme ça que le monde devient même un. C'est important. Nous devons comprendre que nous sommes un pays stratégique, pays solution. Nous sommes le premier producteur au monde de cobalt. Nous sommes le premier producteur en Afrique de cuivre. Nous sommes la première réserve au monde de coltan. Nous sommes la 7e réserve au monde de lithium. Mais sans les minéraux stratégiques actuellement, que ce soit pour l'économie verte, que ce soit pour l'économie électronique, mais nous devons savoir capitaliser. Parce qu'il y a toute une mutation aujourd'hui qui s'est faite au monde. Ce n'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui des COP qui s'organisent de temps en temps. Mais nous devons, nous, comme pays, comprendre que les enjeux du monde tournent autour de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les intelligences doivent être à l'exercice. Les intelligences doivent être actives. Il y a un combat, comme Maître a dit, aujourd'hui, c'est clair, visible entre les États-Unis et la Chine. Mais ce combat, celui qui va gagner, c'est celui qui saura maîtriser l'économie du monde. Mais aujourd'hui, la Chine semble avoir l'Afrique entre ses mains. Pendant que les États-Unis réveillent encore, c'est maintenant que les États-Unis se réveillent. Dans ce projet, la Chine a pratiquement gagné 80%. Les États-Unis se battent pour 20%. Ces retards-là peuvent être rattrapés par les États-Unis, c'est possible. Ça peut être rattrapé s'ils comprennent cela. Mais regardez que c'est que sur le plan erreur politique, erreur d'appréciation que font les États-Unis. Un pays comme la République démocratique du Congo, parce que vous êtes une grande puissance, mais au lieu de collaborer normalement avec ce pays, mais vous cédez qu'un autre pays marche sur la RDC. Il faut dire des choses clairement. Le Rwanda marche sur la RDC. Ce n'est pas que le Rwanda est fort que la RDC a des appuis. J'ai toujours cité 3 pays. Je cite souvent les États-Unis, je cite la France, je cite la Grande-Bretagne. Ce sont des pays qui appuient le Rwanda. Alors maintenant,
Maintenant que vous comprenez que les minéraux stratégiques qui pourraient demain vous faire chuter, si la Chine gagnait les 100% de marché, parce que la Chine exploite autant de minéraux de l'Afrique, dans cette prise de conscience, il faut également avoir d'autres ajustements. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça que vous allez suivre le chef de l'État lorsqu'il échange, lorsqu'il prend parole. Il a exposé, il a démontré l'importance du projet, il a démontré l'importance de la République démocratique du Congo. Et en fait, quand il plaide pour que la paix soit une condition en même temps. Parce que ce serait aberrant. Regardez par exemple. Moi, je suis vers Puerto et Kasenga. Et là, ce qui nous sépare de la Zambie, c'est la rivière, j'oublie le nom maintenant, et le lac Mwero. Voyez-vous? Mais c'est pratiquement le même peuple. Il y a des insécurités comme vous n'avez pas l'idée. Même le cas ici de Bakatakatanga, ainsi de suite à l'époque, c'était vers ce coin-là. Bakatakatanga, on comprend parce que c'est à l'interne, ce n'est même pas un problème. Vous avez des infrastructures, qui est un cas, qui est guerre. Mais ce sera détruit ces infrastructures. Autant que le marché jusqu'ici prend en charge la partie du Grand Katanga, il faut énumérer les choses de cette façon, mais en même temps une partie de Kivu. Mais c'est vers Kivu qu'il y a trop de menaces du Rwanda. Soutenu par les États-Unis. Je pense, de mon point de vue, en contrepartie, il faudrait nous sécuriser. Parce qu'il s'agit ici d'un marché avec la grande puissance du monde. Donc vous suggérez aux États-Unis de s'impliquer non seulement dans la construction de la voie ferrée, mais aussi à cesser de soutenir le Rwanda qui agresse la République. Je dois le dire avec beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Il faut que les États-Unis cessent de faire ça. La RDC a la capacité, vu... le monde est bipolarisé aujourd'hui. Oui. Nous avons les BRICS, nous avons l'OTAN, n'est-ce pas? Les BRICS aujourd'hui, vous allez citer la Chine, les États-Unis, la Russie, beaucoup d'autres pays. Et le Brésil aussi. L'OTAN, sinon on appelle quoi, les Occidentaux, tout ça si vous voulez. Vous allez citer la France et les États-Unis, ainsi de suite. On est dans le rapport de force à ce jour. Ce rapport de force dans la mutation du monde s'explique par, entre autres ici, les minéraux stratégiques. Regardez dans la fabrication, par exemple, des véhicules véhicules quoi? On dit quoi? Électriques. Oui. Mais c'est avec vos minéraux, avec nos minéraux ici. Les différentes batteries seront fabriquées avec vos minéraux ici. Sinon, sont fabriquées avec nos minéraux. Alors, si nous ne comprenons pas ce que nous sommes, en fait, c'est que nous n'aurons pas, en tout cas, atteint l'objectif. Ça, c'est une opportunité. Ça a été une opportunité de pouvoir alors à ce stade de temps, tomber sur ce cas. Mais malheureusement, je ne sais pas avec Trump dans ses brutalités, s'il va respecter ce que son prédécesseur aura fait, ce sera une bonne chose. S'il ne respecte pas, nous allons regretter, mais il faut maintenant un bon lobbying. Merci bien. Lobbying pour convaincre ceux qui viendront que voilà, votre prédécesseur a fait un projet important. Un projet d'actualité. Si vous ne savez pas, en tout cas, valoriser ce projet, ce sera alors malheureux pour vous, parce que la Chine est là et en bénéficie pratiquement tout. Merci bien, Monsieur Pascal, pour cette également intervention. Maître Thomas Gamakolo, pensez-vous que la République démocratique du Congo, au regard de la capacité minière qu'elle a aujourd'hui, la RDC est au cœur des enjeux mondiaux, est-ce qu'elle peut peser de tout son poids vis-à-vis de ses partenaires pour que ceux-ci s'impliquent pour la pacification de l'Est de la RDC comme l'une des conditions de son adhésion à ces projets? Tout d'abord, je voudrais rappeler brièvement que ce projet est soutenu par le G7. Il est soutenu par le G7, l'Union européenne, et puis il est soutenu aussi par
la Banque, je crois, africaine de développement de l'Afrique australe, la Banque de développement de l'Afrique australe. Il y a aussi l'AFC, Africa Finance Corporation, dans lequel il y a comme financier également les États-Unis, l'Union européenne et certaines. C'est-à-dire que c'est un projet qui, à terme, va brasser plusieurs milliards de dollars et qui vont créer des emplois directs ici en RDC. Donc nous ne devons pas, à tout bout des champs, lorsque nous pensons au bien-être de la population, peu importe les coins où les gens se trouvent, au Bas-Congo ou ailleurs, lier tout au conflit qui ne se passe même pas à l'Est. C'est-à-dire les conflits, si je peux prendre des épicentres des conflits dont fait état mon co-débatteur, c'est le Nord Kivu. Et même pas tous les Nord Kivu. Puisque si je prends le Nord Kivu, l'Ituri, il y a la Chopo. Vous savez, il faut voir la carte du Congo. Lui, il a été au ministère de l'Intérieur. Il sait de quoi je parle quand je distingue. Le Nord Kivu, quand on dit Rutshuru, c'est déjà presque un pays. Ituri. Ce sont des grands territoires. Quand vous entendez Massissi, ce sont des grands territoires qui peuvent faire, même ensemble, c'est plus grand que le Rwanda. Peut-être que le Rwanda, rien que dans ce coin-là, ça peut entrer 2 ou 3 fois. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a quand même un désir pour nous, les Congolais, les citoyens congolais, d'obtenir de bonnes infrastructures routières, puisque ces projets des corridors de Lobito ne concernent pas que les rails, contrairement à ce que les gens pensent. Ça concerne également le développement de toutes les routes adjacentes. Vous comprenez? Il y aura des connexions entre des chemins de fer des Luachano avec les chemins de fer du Congo. Tout ça, ça va être aussi modernisé. Vous voyez, il n'y a pas longtemps ici, il y a une consortium qu'on appelle Trafigura qui a essayé, via les corridors, le 22 août 2024, il a essayé via les corridors de transporter des minéraux vers le port de Lobito. Ils ont constaté qu'ils n'ont plus que 6 jours pour quitter Kolwezi à Lobito au lieu de 2 semaines. Et si on modernise, ça peut prendre 2 jours, 1 jour. Vous voyez, tout ça, par rapport au transport même de ces minéraux, le raccourcissement de ces temps, c'est beaucoup d'argent gagné. Et cet argent ne peut que si on a des bons dirigeants, bénéficier au peuple, nous permettre d'avoir une armée qui sera suffisamment bien équipée, une armée forte, parce qu'il y a aussi des problèmes logistiques qui se posent dans notre armée, et on peut maintenir la paix à l'Est sans besoin de conditionner notre participation à ces projets un projet qui est bon. Ça serait une mauvaise idée de conditionner l'adhésion de c'est pas une mauvaise idée, mais le chantage sur le plan international ne marche pas toujours, parce que, comme il a dit, c'est un problème de rapport de force. Lorsque vous êtes sur une table de négociation, il faut savoir que vous venez menacer. Celui que vous menacez, c'est qui? Nous menaçons la première puissance mondiale. Nous menaçons l'Union européenne. Non, c'est une carte qu'on joue. On leur dit, bon, en fait, ça dépend de la manière. C'est comme il a dit, c'est la manière dont vous utilisez les intelligences. Puisque sur la scène internationale, lorsque vous discutez, vous ne voulez pas dire, bon, nous, ce projet, il est important, il est bon, nous louons, mais en tout cas, finissez d'abord la guerre à l'Est. Ouais, c'est comme si vous prenez votre souveraineté, votre responsabilité, vous le remettez. Non, c'est notre responsabilité première. Je vais dire, c'est par là quoi. Oui. Finir la guerre à l'Est est premièrement une responsabilité. Non, arrêtez de soutenir le Rwanda. Arrêtez de soutenir le Rwanda, l'Ouganda. Écoutez, le problème c'est quoi? C'est que le Rwanda est un pays qui est aussi dans le Conseil des Nations. Le Congo également. Chaque pays essaie de défendre ses intérêts sur la scène internationale par rapport à ses atouts d'abord. Nous avons des atouts, comme il vient de dire, quand je parle de la géopolitique. Nous avons une géographie qui nous a donné beaucoup d'avantages sur les plans des minéraux. Il a cité ici que nous sommes premiers producteurs de cuivre, de cobalt, 7e producteur de je ne sais pas en quelle matière. Il a cité des lithium. Il a cité, et c'est grâce à ça qu'on va fabriquer des piles électriques pour l'économie verte, pour les transports propres et tout ça. Il a donné tous ces moyens. Ce sont des atouts. Moi, je trouve que ces atouts-là, rien que notre capacité extractive, est un atout suffisant pour nous permettre de peser sur l'échiquier international sans menacer, sans faire de chantage. Par rapport à la question de la guerre au Rwanda, parce que cette question de la guerre au Rwanda, la communauté internationale s'est déjà prononcée maintes fois là-dessus. Il y a plusieurs résolutions des Nations Unies qui disent qu'ils ne veulent pas de solutions militaires. Ils veulent des solutions pacifiques. D'où la rencontre avec le président. D'où la rencontre à Luanda. 2015 à Luanda, et ici à 2015 à Luanda entre le président rwandais et le président congolais. Ça veut dire que la communauté internationale prend à cœur cette question. La divergence entre nous
Et c'est puissant, c'est quoi? C'est que nous voudrions vraiment voir des GIs débarquer ici, de l'armée américaine, comme à l'époque où ils ont débarqué à Mogadiscio. Et par là, je voudrais dire ceci. Oui. Je vois que mon co-débatteur est un grand observateur de la vie internationale. Il constatera que depuis le chef de Mogadiscio, les GIs n'ont plus débarqué nulle part en Afrique. Sachez-le que les Américains n'enverront plus leurs enfants, des boys, mourir pour nous. C'est-à-dire que nous devons prendre nous-mêmes notre destinée en main. Personne ne viendra mourir pour le Congo. La preuve, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Malawi. C'est déjà une guerre mondiale. Les fiscs mettent la pression sur nos agresseurs. La pression, c'est-à-dire quoi? Internationale. La pression, elle est faite, certainement, parce que je ne pense pas que aussi le président rwandais viendra à cette rencontre-là de son propre gré. Ça veut dire que c'est déjà une forme de pression diplomatique. C'est nous, les Congolais, qui ne nous satisfaisons pas de la pression diplomatique. Nous voulons une victoire militaire. Alors, si nous voulons une victoire militaire à des fins politiques, une victoire éclatante, alors que le conflit est multiforme, il est interne et international à la fois, parce que c'est un conflit interne qui s'est internationalisé ou un conflit international qui s'est internisé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects. C'est un conflit très complexe qu'on ne peut pas venir comme ça par un coup. Même si on est aux États-Unis, par un coup de baguette magique, les résoudre. Il y a des aspects politiques dont on doit tenir compte. C'est pourquoi je dis, compte tenu des aspects économiques, stratégiques de ces projets, je trouve que c'est malvenu de conditionner. Mais on peut toutefois profiter de cette position pour parler de cette question. C'est ce qui a été fait par notre chef. Non, on ne peut pas conditionner. Parce que déjà, ça a été signé. Quand vous voyez déjà le 3 janvier 2023, il y avait le ministre des responsables des transports et des développements des 3 pays de ce corridor, Angola, Zambie, qui avaient déjà signé un protocole d'accord. Vous comprenez que quand les Américains viennent, quand la G7 viennent, c'est pour plus financer. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour nous, parce que nous-mêmes déjà, entre l'Angola, la Zambie et le Congo, nous comprenons l'intérêt d'avoir cette coopération-là. Donc on ne peut pas conditionner ça. Merci bien, Maître Thomas Gamakolo. Il faut que nous prenions sur la deuxième thématique, mais je donne d'abord la parole à M. Pascal Onge sur cette question. Mais la problématique de l'implication des États-Unis dans la paix dans l'Est de la RDC, est-ce qu'on doit nécessairement le lier à ce projet, ce corridor de l'Olbit? Est-ce qu'on doit nécessairement le lier? Et comment on peut lier ça, c'est les deux Il faut dire qu'il n'y a pas de conditionnalité à ce stade. Ça n'a rien à voir avec l'exécution du projet. D'ailleurs, nous sommes dans la phase de l'exécution. N'est-ce pas? Lorsqu'on évoque la paix, c'est une nécessité pour nous, une opportunité. Vous avez un président américain. D'ailleurs, pour que nos présidents africains soient reçus, pas les présidents américains. Il y a d'autres qui terminent les mandats, ça c'est reçu. Et vous avez cette opportunité, vous échangez avec un président américain ici sur le sol congolais, enfin sur le sol africain, mais c'est une opportunité de pouvoir poser le problème. Pourquoi? Comment poser le problème? Moi, Pascal, je vous ai toujours démontré ici l'implication des démocrates à travers les lobbying, en tout cas créés, sinon montés par les États-Unis, dans le cadre de la situation de l'Est que nous avons. Les démocrates principalement. À un certain moment, il y a eu des rencontres où on jurait que, et d'ailleurs, malheureusement, ils n'ont pas cru qu'ils allaient perdre les élections. Et le programme même de Biden en Afrique, c'était bien avant les élections. Alors maintenant, ils pensaient qu'ils pouvaient résoudre beaucoup de questions en RDC dans leur plan avant l'élection. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, ça a perturbé beaucoup de choses. L'intelligence, donc je veux dire quoi, la tendance affichée face aux Rwandais, c'est clair par les démocrates. C'est clair, c'est quoi la tendance? Le Rwanda, par exemple, à travers les discours de Paul Kagame, vous avez toujours suivi. Les États-Unis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas accepter que nous sommes agressés. Les États-Unis n'acceptent, mais pourtant demandent au Rwanda de retirer les troupes. Mais on considère toujours que nous sommes en rébellion. C'est à travers les échanges de Rwanda ici. Je ne sais pas si c'était par erreur, je ne comprends pas. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a accepté tacitement
effectivement que nous avons la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Il a accepté, Le fait d'avoir accepté à travers les échanges, d'un côté la République démocratique du Congo s'engage de désarmer, c'est le plan d'harmonisation d'ailleurs, l'FDLR, de l'autre côté, le Rwanda va retirer maintenant ses militaires du sol congolais. Le plan ils vont retirer, mettre en fin au plan de défense. Ils appellent ça les mesures défensives. Les mesures défensives. Ils ne parlent pas de retirer du Rwanda. Dans le plan, c'est dit. Là, vous parlez comme Madame Soumino qui disait tantôt que le Rwanda a avoué pour la première fois qu'ils ont. Ça fait une grosse polémique. C'est cela l'acceptation en d'autres termes. Et tu vas voir comment le ministre des Affaires étrangères change de position maintenant. Le ministre des Affaires étrangères rwandais. En Grande-Bretagne, il organise une conférence. J'aborde pratiquement déjà le deuxième sujet. C'est pas un problème. Il dit, oui, les deux présidents vont se rencontrer les 15. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas un accord. Pourquoi? Parce que pour lui, pour qu'il y ait accord, il faudrait que la République démocratique du Congo échange. Ça, c'est la condition. Échange d'abord avec le M23. Sachant bien que notre président avait déjà dit préalablement qu'il n'échangera pas avec le M23 parce que pour le président, considère que le M23 c'est une fabrication. Le vrai problème, c'est le Rwanda. Et les propos du chef ont des soubassements lorsqu'il faut analyser les points de vue de Paul Kagame. Je vous ai toujours dit les prétextes qu'il a toujours avancés. Un jour, il va dire ce qui se passe en RDC, c'est un problème congolo-congolais. Un autre jour, il va dire, ce qui se passe en RDC, c'est le problème de la mauvaise gestion. Autre jour, il va dire, ce qui se passe en RDC, c'est les Congolais qui sont, ici chez moi au Rwanda, les Tutsis alors, les Tutsis rwandais, au total 100 000, qui voudraient maintenant rentrer chez eux. Un jour, il va dire, c'est un problème de FDLR parce que la RDC ne veut pas désarmer le FDLR et nous accuser même que nous armions le FDLR et mes militaires doivent aller là-bas. Nous avons même des FDLR au sein de l'armée nationale, voilà. C'est ce qu'ils disent. Ils doivent aller là-bas pour les désarmer. Ça, c'est l'argument, sinon les différents arguments développés par Paul Kagame. Qui ne sont pas cohérents. Qui ne sont pas cohérents, contradictoires pratiquement. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que le M23, c'est une fabrication rwandaise. À ce moment-là, pour trouver solution avec le Rwanda, avec le M23, il faut passer par le Rwanda. Toutes les revendications ou les prétextes avancés par Paul Kagame, Dan, prenez rendez-vous avec moi aujourd'hui. Je vous ai toujours renvoyé dans les différents textes que nous avons signés. Les revendications de M23 ne changent pas jusqu'à ce jour. Une fois accepté à ce jour et échangé avec le M23, ça veut dire 1. Accepter le retour maintenant des réfugiés congolais. Mais qui sont au Rwanda? Au Rwanda, 100 000. Et en Ouganda, 300 000. En principe, il n'y a pas de problème si ce sont des réfugiés congolais. 2. Accepter la création d'une zone commerciable à l'Est. 3. Accepter l'intégration militaire de militaires M23. Voilà. 4. Accepter l'intégration politique des acteurs politiques de M23. Ces raisons, vous allez les retrouver dans les différents textes que nous avons signés. Je vous ai toujours envoyé sur les 3 déclarations que nous avons signées à Nairobi le 12 décembre 2013. Il y a eu 2 textes. D'un côté, 3. D'un côté, le texte du gouvernement, à son temps signé par Raymond Tshibanda, qui était ministre des Affaires étrangères. Il y a un texte de M23 et des facilitateurs. Obasanjo. Non, le facilitateur était le président ougandais, mais en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le contenu de ces 3 déclarations, vous les trouverez dans l'accord signé le 23 mars 2009 avec le CNDP. Une répétition. Et voilà pourquoi, si vous acceptez aujourd'hui échanger avec le M23, il va garder cette position. Mais en contrepartie, parce qu'il n'y a pas autre revendication que ça pour le M23. La raison de la prise des armes de M23, la raison de la présence de M23 sur le sol Congo, principalement le retour, s'ils existaient réellement. Et pour moi, je vous ai toujours parlé de l'intégration forcée pour appliquer la méthode de déportation de ces éléments d'un 23 sur le sol congolais et accepter en même temps l'intégration et politique et militaire. Ce qui va encore fragiliser
n'est-ce pas, l'effort qu'on a déjà pris dans la récomposition du corps militaire. Ce qui va encore faciliter les infiltrations si on les acceptait dans les institutions du pays. Merci. Or, le travail a déjà été fait sur les infiltrations, mais accepter encore ces gens, c'est déstabiliser ce que nous avons déjà construit. Voilà pourquoi il faut être trop prudent. Merci bien, M. Pascal Onje. Je crois qu'on est en train d'aller lentement vers la fin de l'émission. La régie est avec moi. Il nous reste, on va dire, pratiquement 20 minutes. Dans 20 minutes, on peut aborder toute... Maître Gamakolo, Thomas Gamakolo, on est déjà en pleine rencontre de Luanda, les 3 chefs d'État. Comment vous avez compris la position du Rwanda aujourd'hui? Le Rwanda qui a signé mettre fin au système ou au retrait du système de défense, je crois qu'il y a un terme beaucoup plus approprié. Le Rwanda qui en même temps demande à ce que le gouvernement congolais puisse négocier directement avec les M23. Est-ce que vous êtes optimiste que cette rencontre de Luanda peut apporter la solution? Bon, écoutez, c'est une négociation à plusieurs étapes, comme on appelle en round. Il y a eu au moins 6 rounds avant qu'au sommet, les chefs d'État puissent se rencontrer. La difficulté ici, en ce qui me concerne, c'est de croire que le Rwanda veut absolument la guerre. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas. Pourquoi vous n'y croyez pas? Je ne crois pas parce que le Rwanda, c'est un pays qui est, à mon sens, un peu dépendant économiquement un peu de la RDC. Il gagnera beaucoup plus en faisant des affaires avec la RDC qu'en faisant la guerre contre la RDC. Comment cela? Peut-être que nous avions eu... Puisque nous avons le coltan, nous avons le coltan dans le Rutshuru. Oui, écoutez, le Rwanda, regarde, tout ce que le Rwanda peut produire comme produit manufacturé, parce que l'économie du Rwanda, il faut étudier aussi. C'est pourquoi je parle de la géopolitique, il faut étudier un peu. L'économie du Rwanda aujourd'hui, elle est beaucoup plus en train de s'orienter vers la manufacture. Pendant que nous sommes encore dans l'économie primaire de l'exportation des matières premières. Matières premières, chez nous, vous avez dit, vous prenez, si c'est l'or, c'est les sables aurifères. Si c'est le cuivre, c'est les sables cuivrifères. Donc sans raffinage. Aujourd'hui, le Rwanda est dans les raffinages. Donc il gagnerait à être en bon terme avec le Congo. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous acceptons de raffiner une partie de nos minéraux, ou rien que de raffiner l'or de Kivu au Rwanda, c'est déjà une source de revenus énorme pour le Rwanda. Il faut voir les trafics commerciaux qu'il y a entre le Rwanda et le Congo. C'est-à-dire tous les jours, chaque matin, si vous êtes à la grande barrière à Goma, parce que lui il est de l'intérieur, il sait de quoi je parle, ou à la petite barrière, vous allez voir le flux des commerçants qui traversent. Ce n'est pas moins de 2 millions de dollars d'échanges commerciaux par an, par mois. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas au bellicisme rwandais. Je crois que le Rwanda a intérêt à ce qu'est la paix. Le Rwanda a intérêt à ce qu'est la paix, parce qu'ils ont aujourd'hui atteint un niveau sur le plan économique tel qu'ils ont besoin de stabiliser ce qu'ils ont déjà. Mais ils continuent de faire la guerre, semble, selon les rapports de l'ONU. Écoutez, ils sont très impliqués. Le Rwanda se sent menacé, tout simplement. Il se sent menacé par les FDLR, qui sont au Congo, se déploient au Congo en toute quiétude. Les FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda. Il faut lire... Permettez-moi quand même de... Allez-y. Allez-y. Il a parlé ici des conclusions ou des comptes rendus du Rwanda, où il était question pour le Rwanda de désamorcer les mécanismes de défense qu'ils ont mis en place. Ils n'ont pas dit où, dans leur pays ou à la frontière, un peu dans notre territoire, c'est possible aussi. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas déterminé dans ces documents-là. Je serai négociateur, j'allais demander à ce qu'on précise où c'est toutes ces mesures défensives. Ils ne reconnaissent pas que les M23 c'est eux. Vous comprenez? Pendant que pour nous les Congolais, les M23 c'est les Rwanda. Ils ne les reconnaissent pas. Ils reconnaissent qu'ils ont pris des mesures défensives au motif que nous avons menacé plusieurs fois le Rwanda. Il y a aussi des discours incendiaires parfois de nos hommes politiques qui menacent des fois d'arrêter ou d'attaquer les Rwandais. Vous voyez, ils peuvent toujours se recoqueviller sur ça pour dire que voilà, nous nous sentons menacés. Même s'ils ne se sentent pas menacés, c'est des bonnes guerres. Et il sait qu'en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Si vous faites des déclarations à l'emporte-pièce, quelqu'un qui va par exemple à Goma qui dit on va arrêter Kagame
Pour lui, il croit qu'il plaisante. Lui peut utiliser ça pour dire que voilà, je me sens menacé, je ne retire pas mes mesures défensives. Vous comprenez un peu ça? Nous devons aussi avoir un peu d'intelligence en diplomatie. C'est très important pour pouvoir faire triompher notre voix. Il faut avoir des diplomates intelligents. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment quand on représente l'autorité de l'État. Vous comprenez ça? Et ils considèrent qu'ils sont menacés. Par conséquent, ils prennent des mesures défensives. Cette thèse-là est acceptée par la communauté internationale, que le Rwanda est menacé. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des discours, rien que quand on retrace certains discours de nos autorités, ils peuvent, rien qu'en s'appuyant sur ces discours-là, dire que nous sommes un pays menacé. On a menacé de changer de régime là-bas. Et il y a une rébellion rwandaise ici. Comme il y a une rébellion rwandaise, congolaise qui peut prendre aussi source au Rwanda. Parce qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda. Le Rwanda est menacé, mais la RDC est agressée. Maintenant, le problème de l'agression d'abord, c'est un terme juridique qui n'est pas très bien défini. À partir du moment où il y a des Congolais qui s'affichent là-bas, ça bouille la vision de la communauté internationale. Quand bien même, il peut y avoir des militaires rwandais, si les seuls Congolais, comme l'a documenté l'ONU, mais on constate qu'il y a aussi des Congolais. Vous comprenez ça? Et puis, par rapport aux Congolais, leurs revendications, qu'il vient de synthétiser en 4 revendications principales, que je trouve tout à fait, dans certains cas, légitimes, comme les retours des réfugiés. Ils ont besoin que leur famille rentre. Comment devrait se comporter la RDC? Voilà. À partir de ce moment où, à partir du moment où il y a des revendications des Congolais qui sont en porte-à-faux avec le gouvernement, et que nous disons qu'on ne peut pas parler avec eux, il suffit de parler avec le Rwanda, ça suffit. Vous voyez que quelque part, c'est bancal, parce que dans la mesure où, si le Rwanda dit, bon, nous sommes d'accord, on retire nos mesures défensives. Vous comprenez? Et nous disons, nous sommes d'accord pour neutraliser les FDLR. Puisque c'est ça ce que nous nous engageons à faire, à neutraliser. C'est pourquoi on a déjà pris, il y a eu nos experts militaires ont mis en place les concepts d'opération qui a été adopté au niveau ministériel. Déjà, donc le Rwanda et la RDC ont signé ces documents stratégiques des opérations sur le terrain, sur la manière dont on va désamorcer les mesures défensives et neutraliser les FDLR. Vous voyez, les détails, c'est là où c'est dans les détails que se cache le diable. Mais en gros, on a accepté nous aussi qu'on va neutraliser les FDLR. Ces mesures-là, les mécanismes, les concepts des opérations, et a été voté. Bon, les présidents à leur niveau, qu'est-ce qu'ils vont encore faire pour qu'on dise que non, on ne pourra rien signer, rien de machin? Ils pourront que constater, puisque tous ces ministres des Affaires étrangères qui sont allés négocier étaient comme des ambassadeurs plénipotentiaires avec le pouvoir que les gens... Qu'est-ce que vous suggérez à la République démocratique du Congo? Non, je ne suggère rien. Je dis que nous avons déjà signé les documents stratégiques, qui est le concept des opérations. C'est bon. Et ce concept veut qu'on neutralise les FDLR. De l'autre côté, qui désengage les mécanismes de défense. C'est ça, à ce niveau-là, donc déjà, nous pouvons décider de pouvoir poursuivre, parce que c'est un dialogue, ça va se poursuivre. Tout ne sera pas parfait à la première rencontre. Je n'attends pas de cette rencontre un miracle. Franchement. Parce qu'il faut que la paix, comme j'avais dit, j'ai toujours dit, la paix doit émaner du cœur des gens. Il faut que les deux protagonistes, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, veillent réellement la paix. Mais moi, je crois que le Rwanda aura beaucoup à gagner s'il y avait la paix entre nous, qu'en maintenant un soutien soit à la guerre ou à quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je crois que les Rwandais, étant intelligents, ont besoin de la paix. Très bien. Et je crois que nous aussi, on ne doit pas s'interdire. Parce qu'au Congo, c'est comme si nous sommes interdits de parler, de dialoguer. On considère que dialoguer est une faiblesse. Obtenir un accord est une faiblesse. Nous avons soif d'une victoire militaire. Mais votre co-débatteur d'en face parlait de cet accord de 2009-2013 à Luanda. Mais est-ce que ces accords ont été exécutés? Quand vous constatez que vous faites un accord, les revendications reviennent, ça signifie que vous n'avez jamais peut-être exécuté ça jusqu'à la fin. Puisque c'est lui qui parle de 2009, moi je parle de Sun City. C'est depuis Sun City qu'on est tenté de promouvoir la réconciliation entre les peuples. Entre les peuples, c'est-à-dire qu'il y a eu des guerres qui a opposé des ethnies au Congo. Il faut la réconciliation. Il a été Maintenant, à partir du moment où ces revendications reviennent, vous n'allez pas critiquer les revendications, vous n'allez pas condamner les revendications. Il faut plutôt voir est-ce que dans les premiers accords, ce qu'on s'était convenu, cela a été exécuté. Si ça n'a pas été, c'est comme une crise de malaria. Tu prends, mais tu interromps la crise. Merci bien. La malaria va revenir toujours plus forte. Merci bien, Maître Thomas Gamakolo. On prendra 2 minutes pour finir avec vous.
Monsieur Pascal Ondje, je vous donne aussi le même nombre de minutes que lui. Puisqu'on avait commencé avec sur le sujet, voilà, je vous repose la question, Monsieur Pascal Ondje. La République démocratique du Congo, les accords ou les ententes qu'ils ont eues avec le Rwanda, il y a eu plusieurs rencontres, hein. On est à la 6e maintenant avec le chef de l'État. Les rencontres qu'on a eues et tout ce que nous avons signé aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment à l'aboutissement de ces rencontres et nous pourrons finalement avoir la paix par l'arrivée par la rencontre entre les trois chefs d'État? Bon, vous savez que nous devons être sérieux lorsque nous allons échanger avec les autres. Je vous ai toujours dit, on n'envoie pas n'importe qui. Dan, je présente mes excuses à ceux qui nous suivent. Vous savez, moi, quand le président même a pu nommer la première ministre, une dame, peut-être c'est la toute première fois, mais je n'étais pas d'accord, personnellement. Pourquoi? À une certaine période de la vie, il faut des guerriers. C'est autant avec la ministre des Affaires étrangères. Vous avez des questions telles que des questions à rapport à faire, des questions qui nous opposent avec le Rwanda. Les discussions, il faut les discussions d'hommes. Pas de femmes. Une femme ne peut pas... Il parle, je le regarde, il me regarde, je parle. Clairement, sans ambiguïté, sans féminité. Mais malheureusement, il y a certaines choses qui clochent. Pourquoi je le dis? Maître a abordé un aspect en survolant. Le fait d'ailleurs, à travers ces discussions, accepter que nous sommes en mesure de désarmer les FDLR, ça sous-entend que vous acceptez leur existence. Ça sous-entend que vous savez, vous saurez comment les désarmer. J'ai déploré depuis tout ce temps et pourtant je disais que les FDLR n'existent plus. Mais maintenant vous acceptez ça, ça veut dire que vous dites à notre terme que les FDLR existent. Non, il faut des guerriers pour bien discuter. Deuxièmement, comme Maître dit, le Rwanda n'a pas besoin de la guerre. J'ai l'impression que c'est le contraire. Le Rwanda a effectivement besoin de la guerre. Parce que ses objectifs vont au-delà de ce que nous en croyons, nous Congolais. Pour le Rwanda, c'est une question de vie ou de mort. Cette guerre doit persister. La preuve. Question de voir leur économie à chaque fois lorsque nous avons guerre. L'économie émerge. En termes de chiffre d'affaires, en termes de budget, tout ça, ça émerge. 3. On est parti de l'entrée de la FDL. Ils ont accompagné Mouzé. Mouzé est mort. Nous, on pouvait... Non, Mouzé se sépare d'eux. Mais on pouvait avoir la paix. Carrément, ils sont allés maintenant trouver une autre structure qu'ils vont nommer l'ORCD, qui a créé beaucoup de conséquences. Mais pourquoi ils reviennent toujours? L'ORCD va à San City, on négocie. Pendant qu'on est ici en train de gérer le pays, on crée notre mouvement. C'est le CNDP. Derrière, c'est le Rwanda toujours. On évolue, on arrive en 2011, on organise les élections, au lieu de nous laisser calmes, parce que nous avons organisé les élections, parce que les résultats sortent en 2012. 2012, ils prennent les armes. Et nous allons discuter avec eux pratiquement pendant plus de 6 mois à Kampala. Le draft existe, pratiquement un accord. Et c'est comme ça que nous allons nous retrouver également à Nairobi. Nous avons un nouveau président, juste vers la fin de son premier mandat, au milieu du premier mandat, ils prennent encore les armes pour la 4e fois. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que le Rwanda n'aime pas la guerre. Le Rwanda vit de cette guerre, gagne beaucoup sur le plan économique. Pourquoi? Parce que nos mines aujourd'hui sont exploitées. Ils ont des zones entières. Ça va Rwanda. Le Rwanda vit de la guerre. J'évolue. Le Rwanda se sent menacé. C'est un prétexte pour justifier la présence. Vous savez que nous avons mutualisé les efforts en 2009 avec le Rwanda, les efforts militaires, pour la traque des FDLR. Eux-mêmes sont venus avec armes. Nous avons nos armes. Nous avons mutualisé les efforts. C'est ce qui a frustré d'ailleurs Laurent Nkunda à son temps.
on va maintenant traquer les FDLR. Qu'est-ce qu'on a vu? Et finalement, l'opération s'est estompée, ils sont rentrés. Le RCD, qui a été leur fabrication, mais ils sont restés pendant des années et des années là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces FDLR? Il ne faut pas oublier que lorsqu'ils sont entrés avec l'AFDEL, ils ont massacré beaucoup de FDLR. Donc c'est un prétexte, les FDLR. C'est un prétexte, mais malheureusement, par notre naïveté, et nous acceptons désormais ces FDLR qui n'existent plus, qui n'inquiètent plus le Rwanda. Madame, la preuve, comme vous aviez dit, et vous aviez très bien dit, aucune incursion militaire sur le Rwanda qui servirait de prétexte comme pour dire, mais voilà, la preuve, ils sont venus, ils ont tué notre bête, parce qu'ils aiment bien protéger les vaches. Ils ont tué une vache. Par conséquent, nous devons prendre des mesures de protection. C'est normal pour tout État d'ailleurs. Mais le fait d'accepter que les fils et filles de l'autre pays meurent pendant des années et des années, pour la raison simplement que vous protégez votre pays, et pourtant aucun mort de ces gens que vous accusez qu'ils insécurisent notre pays. Vous parlez comme on en a. Mais ça doit nous dire quelque chose, parce qu'ils n'ont jamais tué les FDLR en question sur le Rwanda, mais de l'autre côté, les fabriqués et les Rwandais, il faut le dire ainsi, mais tuent en masse pendant beaucoup d'années. La proportion, c'est à quel niveau? Franchement. Il faut apprécier. Et donc, substantiellement ici, je pense qu'il faut qu'on soit en mesure de refaire normalement les choses. Le choix des individus pose problème. Madame Souminois, Madame... Je parle même calmement. Regardez la vie de Kinshasa aujourd'hui. C'est le choix des individus. C'est le choix des individus. Quand vous ne choisissez pas les gens capables à pouvoir transformer, à pouvoir accompagner, à pouvoir résoudre des questions essentielles, à pouvoir travailler essentiellement pour la nation, je crois, à ce moment-là, on ne rend pas service à la nation. Merci beaucoup, M. Pascal. Je vous donnerai 2 minutes pour conclure. Hein. Maître Gamakolo, 2 minutes, solution. Bon, personnellement, puisqu'on a parlé de des sujets, nous avons évoqué les sujets de Lobito. Pour ce qui est des sujets du corridor de Lobito, je crois, à mon âme et conscience, que les résultats de ces projets de Lobito sera à tout point de vue bénéfique pour le Congo, parce qu'une fois que l'infrastructure de transport reliant les 3 pays sera pleinement opérationnelle, on verra que, comment dirais-je, les possibilités d'exportation pour le Congo, parce qu'on ne va pas seulement se contenter d'importer, on va exporter pas seulement les minéraux, et même de nos produits agricoles, ces possibilités d'exportation seront légères. Oui. Et puis, vous allez voir que ça va permettre une plus grande intégration régionale. Et je fais un pont, ça va stimuler également la circulation régionale des marchandises, mais aussi des personnes et des biens même manufacturés. Donc ça va améliorer sensiblement le niveau de vie des gens. Donc on ne va pas lier ça à tous les problèmes que nous avons à l'Est, puisque là-bas c'est au Sud. Et de deux, je voulais dire que par rapport à ça, entre nous les Rwandais, pour que nous puissions avoir la paix, la solution c'est l'intégration aussi à ces niveaux-là. Des mêmes types d'intégration qu'on a fait pour le corridor Lobito, nous devons faire un corridor qui va de Goma au port de Mambasa pour permettre l'évacuation cette fois-ci contrôlée, sécurisée et mutualisée de nos matières premières. Et nous devons élaguer dans nos têtes qu'on doit être fort, et la force ce n'est pas la bagarre, la force ce n'est pas la guerre. Et même la diplomatie, c'est une façon aussi de manifester sa force, parce que là, nous menons quelle force? Pas les forces du muscle, mais la force intellectuelle et mentale. Merci bien. Donc ça ne sert à rien d'aller monter le biceps, d'où on n'a pas besoin nécessairement d'un homme. Même une femme peut montrer la force. Cette force dont parle mon co-débatteur, c'est une force à l'ancienne. Donc on n'est pas encore à l'époque de la Rome antique des gladiateurs. Il faut utiliser le ménage. Merci bien. Voilà, donc nous allons intégrer. Il faut intégrer les Rwandais dans un système économique comme dans l'EAC et tout ça, qui fera qu'on ne pourra plus se faire la guerre. D'accord, merci bien, Maître Thomas Gamakolo. Monsieur Pascal, 2 minutes aussi, solution. Je remercie Maître Gamakolo parce qu'il m'a poussé à réfléchir. Toujours bon lorsque vous avez un co-débatteur qui apporte des antithèses sur les thèses que vous avancez. Ça nous permet de rechercher finalement la synthèse.
c'est une très bonne chose. Je pense que le cas Lobito, c'est un bon projet. Oui. Question que nous soyons sérieux. L'autre, il y a un monsieur qui me posait la question la fois passée. Oui, mais vous parlez, ils auront des minéraux et tout ça. Mais nous, en contrepartie, nous aurons quoi? C'est ça. C'est une question qui m'a été posée. Et donc, je crois, c'est dans ça qu'il faut bien réfléchir. Deuxièmement, la question avec le Rwanda. Oui. Non, c'est le Rwanda qui n'est pas sincère. Sinon, on aurait une bonne collaboration depuis très longtemps avec le Rwanda. Depuis très longtemps. La preuve, nous n'avons jamais osé inquiéter le Rwanda. Aucune initiative n'a jamais été une fois. Mais de temps en temps, c'est le Rwanda qui menace prendre même des grandes villes. Comme a été pris, un moment, vous savez, pendant quelques semaines, 2012. par le M23 à son temps. On peut citer des noms et qui, en réalité, sont des Rwandais. Qu'on ait des Congolais qui soient au Rwanda. Mais ils doivent être retracés quand même. Parce que pour que moi je me dise Congolais, je dois savoir décliner mon identité très normalement. Voir mon village, mon clan, ainsi de suite. Oui. Est-ce qu'ils savent le faire? Ces villages sont où? Si c'est situé, et ceux qui sont dans ces villages savent reconnaître ainsi, le problème ne se posera pas. Mais la réalité, c'est que j'ai investigué dans cette affaire. Ils ne sont pas identifiés dans ces villages-là. Mais comment on veut maintenant imposer à un pays le retour, entre guillemets, des gens qui ne sont pas autochtones de ce pays? C'est là que ça biaise, c'est là où ça ne marche pas. Sinon, je vous remercie. Merci beaucoup, parce M. que Pascal. j'estime que vous avez fait un bon casting. Oui. Me mettre aujourd'hui avec Maître et pouvoir échanger sur des questions intéressantes. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Owongel, pour votre participation, Maître Gamagrol également. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. Je crois que nous gardons le même casting. Pourquoi pas lundi prochain? On peut toujours les avoir sur ce plateau, Dieu permettant. Nous vous disons donc à la prochaine sur votre chaîne Congo Buzz. À très vite. Merci.